Nous sommes aujourd'hui avec Fabien Vinquier, professeur des universités et praticien hospitalier à l'Université Paris-Cité et à l'hôpital Sainte-Anne. Fabien, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Donc, pour commencer, si tu pourrais peut-être nous éclairer un peu par rapport à professeur des universités et praticien hospitalier, Mhm. c'est de chercheur en neurosciences cognitives et aussi psychiatre et spécialisé dans des troubles tels que la schizophrénie, la dépression, mais c'est toi qui va nous éclairer là-dessus, s'il te Ouais. plaît. Alors le statut donc de PUPH, donc de professeur des universités praticiens hospitaliers, c'est un statut qui implique une triple valence en fait. Trois types d'activités, une activité de soins, une mission clinique, une mission d'enseignement et une mission de recherche. Et il y a vraiment toujours les trois composantes dans ce statut-là. Alors côté clinique, je suis donc psychiatre, je travaille en service hospitalo-universitaire au sein du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, donc à l'hôpital Sainte-Anne. Et j'ai une activité qui est principalement autour de pathologies résistantes, voire ultra-résistantes, des patients qui sont en 5e, 6e, 7e, 8e, 9e et beaucoup plus ligne de traitement, chez qui on n'arrive pas forcément à trouver, on va dire, des réponses. Et j'interviens dans ce cadre-là, c'est-à-dire j'interviens pour essayer de proposer des solutions ou des protocoles, on va dire, qui sont parfois à frontière du coup avec la recherche, sur effectivement différents types de pathologies psychiatriques, notamment dépression, que ce soit dans le cadre d'un trouble dépressif récurrent ou dans le cadre d'un trouble bipolaire, les deux grands cadres, on pourra revenir un peu là-dessus si tu le souhaites, et ou schizophrénie et d'autres troubles aussi associés, mais on va dire que c'est mes principales missions ou expertises. Et puis, alors côté enseignement, c'est l'enseignement de la psychiatrie, l'enseignement éventuellement dans des enseignements plus spécialisés en neurosciences. Et puis côté recherche, j'ai une activité de recherche en neurosciences cognitives sur on va dire, la physiopathologie cognitive des maladies psychiatriques, donc essayer déjà de décrire les processus cognitifs qui sous-tendent l'émergence ou l'existence des pathologies psychiatriques, les processus cognitifs sous-jacents aux symptômes, et puis essayer de comprendre les bases neurales ou neurobiologiques de ces mécanismes cognitifs, donc d'essayer d'incarner finalement cette description cognitive dans une neurobiologie, d'où l'aspect neurosciences et pas juste sciences cognitives. Donc le cœur de mon activité, c'est de la psychologie expérimentale, c'est d'essayer de comprendre les processus cognitifs, et puis j'essaye de rajouter une couche qui est une couche de compréhension des mécanismes sous-jacents. Et voilà, donc l'association de ces trois composantes, ces trois missions, on va dire. Trois chapeaux, un agenda très cherché, sans doute. Peut-être par rapport, tu viens de mentionner psychologie expérimentale, et pour éclaircir un peu les gens qui nous écoutent, comment est-ce que ça pourrait s'appliquer la psychologie expérimentale dans les cas des troubles psychiatriques que tu viens de mentionner? Ouais. Déjà, je peux peut-être mentionner le laboratoire dans lequel je travaille. Je travaille dans le laboratoire Motivation Cerveau Comportement, qui est dirigé par Mathias Pessiglione et Jean Denisot à l'ICM, l'Institut du cerveau. J'ai des activités de recherche plus cliniques aussi au sein du GHU. Mais l'idée, ça va être d'essayer à nouveau de comprendre donc les mécanismes cognitifs qui sous-tendent un certain nombre de symptômes. Si je prends un exemple, par exemple, qui est celui de la motivation, les troubles de la motivation, on sait que c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent en psychiatrie. On retrouve des troubles de la motivation dans toute une série de pathologies psychiatriques. On retrouve des troubles de motivation dans la dépression, on retrouve des troubles de la motivation dans la schizophrénie. Ça fait parfois partie même de la définition de ces troubles-là. Mais on peut imaginer finalement différentes façons d'arriver à ce trouble de la motivation. Si on parle d'apathie, la définition de l'apathie, c'est la diminution des comportements dirigés vers un but, des patients qui ne font rien, ou qui font moins de choses, ou qui n'arrivent pas à faire les choses, on peut imaginer que cette difficulté à faire les choses, elle peut être sous-tendue par différents mécanismes. Par exemple, je ne fais rien parce que le but de mon action, la sensibilité à la récompense est diminuée, donc je fais rien finalement parce que j'ai plus rien à gagner à faire les choses, ou je ne fais rien parce que le but de mon action, la sensibilité à la récompense est toujours présent, mais le coût de l'effort, la sensibilité à l'effort est extrêmement augmenté. Faire la moindre action me demande une énergie considérable. Et ça, on comprend que ça va être deux mécanismes potentiellement différents qui vont pouvoir conduire au même résultat, à savoir je ne fais rien. Et le genre de choses qu'on va être amené à faire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des tâches cognitives, c'est vraiment de la psychologie expérimentale, c'est-à-dire qu'on demande à des gens de faire
des tâches ou de faire des... donc ça va être des choses très simples. Par exemple, serrer une pince, il y a un écran et puis on voit une perspective de récompense, puis on demande aux gens de serrer une pince ou bien de faire des choix entre différentes options. Donc c'est vraiment comme des petits jeux sur ordinateur et on va essayer d'utiliser le comportement des participants dans cette tâche pour inférer les processus cognitifs à l'œuvre dans cette tâche en nous disant que ça va nous renseigner potentiellement sur le trouble de ces patients. Par exemple, encore une fois, si on fait faire des tâches de motivation à des patients souffrant de dépression, eh ben, on peut essayer de discriminer si c'est un problème de sensibilité à la récompense, si c'est un problème de sensibilité à l'effort. Et dans ce cas-là, on arrive, d'ailleurs, ça c'est quelque chose quand même qui est assez intéressant, on arrive à des résultats différents selon les pathologies. On ne tombe pas forcément sur les mêmes bases cognitives qui peuvent sous-tendre le même symptôme, à savoir de l'apathie ou de la diminution à nouveau des comportements dirigés vers un but. Et je parlais tout à l'heure d'ancrer ça dans une neurobiologie, c'est-à-dire d'incarner ça, de se dire qu'une fois qu'on a décrit les processus cognitifs, eh ben on va essayer de faire le pont, d'utiliser ça comme un marchepied vers la compréhension des processus neurobiologiques ou cérébraux. On peut faire ces mêmes tâches dans une machine d'IRM, par exemple, une machine d'IRM fonctionnelle, pour voir les régions cérébrales qui s'activent quand on fait telle ou telle tâche. Ou coupler ça avec des interventions médicamenteuses, par exemple donner soit à des volontaires sains, soit à des patients différents types de traitements, et de voir comment ça va modifier, pour reprendre mon exemple, sélectivement, la sensibilité à la récompense ou la sensibilité à l'effort. Parce qu'on sait maintenant que les bases neurales, c'est-à-dire les régions cérébrales et les neurotransmetteurs qui sous-tendent ces différents processus, est-ce que je ressens toujours du plaisir? Est-ce que j'ai de l'envie? Est-ce que j'ai de l'intérêt? Est-ce que j'éprouve des choses positives? Ou est-ce que je suis motivé par une perspective de récompense? C'est pas sous-tendu par les mêmes systèmes que celui qui est associé au traitement de l'effort, par exemple. Et donc on peut imaginer que ces différentes façons d'arriver au même symptôme reposent sur des systèmes neurobiologiques différents et donc nécessitent des traitements différents pour être soulagés. Ce ne sera peut-être pas les mêmes stratégies qu'on va employer chez un patient qui présente un problème de sensibilité à la récompense ou un patient qui présente des troubles de sensibilité à l'effort. Ça, c'est un exemple, on pourrait en donner bien d'autres, mais c'est un exemple de la démarche que j'essaye d'appliquer. C'est assez éclairant et si je comprends bien, c'est une manière assez emblématique de comment la méthode scientifique elle peut être appliquée dans les cas que tu mentionnais, la dépression, à la fois pour atteindre un niveau très granulaire et spécifique dans une pathologie et pouvoir voir cas par cas, mais aussi pour pouvoir sortir des choses un peu des cultures, du café de commerce, quand on dit dépressif, il faut juste se motiver. Je pense que tu avais écrit quelque chose là-dessus. J'avais écrit un article de vulgarisation dans The Conversation qui disait pourquoi il ne sert à rien de dire à un patient déprimé de se secouer un peu. Parce que c'est quelque chose qu'on a très souvent comme retour des patients. Finalement, quand on a c'est très compliqué à comprendre la dépression. C'est quelque chose quand on n'a pas expérimenté soi-même ou quand on n'y a pas été exposé dans un cadre professionnel. Comprendre ce que c'est compliqué. Donc on a toujours pour réflexe d'essayer de comprendre les troubles que vivent nos proches ou nos patients à l'aune de ce qu'on a vécu nous, de projeter finalement, comprendre à l'aune de la psychologie ordinaire. Et donc d'appliquer les recettes qu'on aurait tendance à appliquer chez tout un chacun. C'est-à-dire que quand quelqu'un va pas bien, on le prend par la main et puis on se dit on va aller voir des gens, on va aller faire des choses. Et ça, c'est des choses qui peuvent marcher chez chacun de nous, mais qui, chez des patients déprimés, quand il y a vraiment une altération de la motivation, un trouble de la motivation, c'est comme si on disait à une voiture où il n'y a plus d'essence dans le moteur de se bouger un petit peu pour avancer. Ça marche pas. Et ça peut même avoir un côté... Alors, c'est bien sûr fait avec bienveillance de la part des proches, mais ça peut même avoir un côté un peu persécutant, c'est-à-dire finalement, ou en tout cas culpabilisant, pas persécutant, mais culpabilisant, c'est-à-dire le patient qui souffre de dépression voit ses tentatives n'arrive pas à y répondre, n'arrive pas à répondre aux sollicitations et se culpabilise de ne pas y arriver, donc ça peut avoir un peu cet effet potentiellement contre-productif. On appelle ça le syndrome Orangina, c'est-à-dire les proches qui essaient de secouer un petit peu le proche pour qu'il aille mieux, ce qui encore une fois peut être une stratégie qui marche dans la vie de tous les jours, mais qui ne va pas marcher quand il y a quelque chose qui est cassé ou qu'il y a quelque chose qui est altéré. De la même manière qu'on ne peut pas dire à un patient qui souffre de diabète
de lui dire de faire un effort à son pancréas, ça marche pas. Voilà. Et c'est la même chose dans la dépression. C'est un très bel exemple pour ce on va aborder après, à savoir la question environnementale, que enfin, les bonnes intentions toutes seules, non seulement elles peuvent ne pas marcher, mais elles peuvent être même contre-productives. Oui, tout à fait. Oui, c'est quelque chose qu'on observe, en tout cas nous. Alors après, vaut mieux avoir des proches qui, dans la dépression et dans d'autres pathologies psychiatriques, vaut mieux avoir des proches qui tiennent à soi et qui essayent de faire des choses, parce que voilà, que d'être tout seul et isolé, quand même, hein, voilà, de toute façon. Mais à nouveau, c'est intéressant de voir que cette démarche de sciences cognitives, avant tout, hein, de psychologie expérimentale, eh ben, elle résonne avec la clinique, elle permet de comprendre des choses de la clinique. Moi, ça a potentiellement changé ma façon d'interroger les patients. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je pense que je pose des questions potentiellement de façon un peu différente aujourd'hui, maintenant que j'ai fait ces travaux-là, notamment sur la sensibilité à l'effort. Alors la sensibilité à la récompense, c'est quelque chose qui est très présent dans notre cadre descriptif des maladies. On a par exemple un mot qui s'appelle l'anédonie, l'incapacité à éprouver du plaisir, mais il n'y a pas le mot équivalent pour l'augmentation de la sensibilité à l'effort, pour le fait que les patients nous décrivent que la moindre action, ça demande des ressources et une énergie considérable. On n'a pas un mot simple pour le décrire. Et ça fait évidemment partie de la clinique, hein. Quand on prend des bouquins de clinique, on le voit marqué, mais probablement l'accent est un peu moins mis là-dessus. Et le fait comme toujours, le fait d'avoir le concept, ou en tout cas de s'être intéressé au concept, ça change la manière dont on va poser la question, le fait de le rechercher, et potentiellement le fait de s'en servir pour les soins et dans les soins qu'on va proposer derrière aux patients. Et on voit dans ta démarche, j'imagine que bon, je te demandais par rapport à ton parcours, parce que sans doute tu dois avoir commencé assez tôt cette question de vouloir, j'ai l'impression, non seulement traiter, mais afin de mieux traiter, de mieux comprendre. Oui. Et toi-même, non seulement tu as une formation de médecin, mais aussi en neurosciences. Est-ce que tu peux nous parler un peu? Effectivement, c'est exactement ce que tu dis. Je me suis même inscrit en médecine à la base pour faire de la recherche. C'est-à-dire que j'avais l'idée, en fait, je voulais travailler sur le cerveau. Voilà. J'avais fait une première année de maths, de prépa, il y avait des choses qui me manquaient. Et puis, je suis allé voir des neuroscientifiques, en fait. Je suis allé voir des neuroscientifiques qui ont eu la gentillesse de me recevoir quand j'avais 18 ans, alors que je ne connaissais rien, et je suis juste allé taper à leur bureau. Le professeur Rosa, notamment, qui m'a reçu chez lui, et et je leur dis, voilà, moi j'ai 18 ans, je veux faire de la recherche sur le cerveau, qu'est-ce que je dois faire comme parcours? Et il a appelé son fils, ils ont discuté, qui est chercheur également, et sorti du bureau avec le conseil de m'inscrire en médecine pour avoir une formation complète sur le corps humain. Et donc je suis sorti, je me suis inscrit en médecine, et donc je me suis inscrit en médecine à la Pitié-Salpêtrière pour apprendre le fonctionnement je ne sais pas si on apprend le fonctionnement du cerveau en médecine, mais en tout cas avec cette idée sous-jacente de faire de la recherche sur le cerveau. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que en deuxième année, s'est créée en France une initiative qui s'appelait à l'époque l'école de l'INSERM, l'école de l'INSERM Liliane Bettencourt, hein, aujourd'hui, qui sont des cursus de type MD-PhD. Donc MD-PhD, c'est ce qui existe aux États-Unis. En France, on dit cursus médecine-sciences, donc qui permet d'avoir d'emblée un double cursus, c'est-à-dire une formation clinique, une formation médicale, et une exposition très précoce à la recherche. Et donc j'ai fait partie de la première promotion, hein, ça se crée en 2003, donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Je fais partie de la première promotion qui se créait, dont l'idée était de dire que parallèlement aux études de médecine, donc vraiment très tôt, hein, dès la troisième année, on allait faire des stages en laboratoire, s'arrêter pour faire un master, donc s'arrêter pour faire un master. J'ai fait le master de sciences, le CogMaster, hein, le master de sciences cognitives, en 2005, donc c'était la première année du CogMaster également. Les CogMaster, l'école normale supérieure. Oui, c'est ça, c'est ça. Enfin, qui est couplé avec plusieurs... mais c'est ça exactement, le CogMaster. Et donc je me suis arrêté 1 an pour faire ce master entre la 3e et la 4e année de médecine. J'ai continué, ensuite j'ai repris la médecine, j'ai continué de travailler au laboratoire en parallèle de mes études de médecine.
France, hein, mais c'est Mais déjà ça. je t'interromps, c'était comment? Parce que je n'ai pas l'impression, en fait, peut-être maintenant c'est en train de changer, mais à ton époque, c'était comment les étudiants en médecine qui en parallèle faisaient ces études comme toi? Non, bah, justement, parce que alors, il existait déjà le cursus de l'ENS, hein, il y avait déjà un cursus médecine-sciences qui existait, mais qui était pour 3-4 étudiants par an. Le cursus de l'école de l'INSERM a été l'un des premiers à se créer en France, donc c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de chance, parce que ça a permis, en fait, ça mettait une structure et ça permettait de le faire. Il y avait un certain nombre évidemment, la formation à la science n'a pas commencé, heureusement, n'a pas commencé avec l'école de l'INSERM en France. Donc il y avait déjà des étudiants qui avaient un intérêt pour la recherche et qui s'arrangeaient, on va dire, pour faire un master, pour faire un passage en laboratoire en parallèle de leurs études de médecine, mais c'était pas prévu. Il n'y avait pas de dispositif prévu pour. Là, la grosse différence, c'est qu'on a, ça existe de façon institutionnelle, on est soutenu, il y a des financements qui sont prévus pour ça. Maintenant, les étudiants sont même financés durant une partie de leurs études, ce qui est quand même très important quand on s'arrête pour des études longues, hein, donc ça permet d'avoir ce soutien-là. Grâce à cette structure, il y a eu d'autres cursus médecine-sciences qui se sont créés depuis. Donc on va dire le pool d'étudiants qui bénéficient de cette double formation précoce a largement augmenté par rapport à mon époque. Ça reste une minorité d'étudiants qui fait ça, mais effectivement, à l'époque, c'était encore très rare. On était une promo d'une quinzaine, je pense, d'étudiants sur toute la France. Donc, pas beaucoup. Et maintenant, il y en a plus qui sont formés tous les ans. Mais ça m'a permis, effectivement, d'avoir ce double regard, on va dire, de façon assez précoce. C'est-à-dire avoir un regard vraiment médical et d'avoir cette formation conceptuelle qui est importante via le Cogmaster et j'avais fait mon master puis ma thèse sous la direction du professeur Laurent Cohen avec également le professeur Stanislas Dehaene, donc à l'époque sur les aires cérébrales, enfin je travaillais sur les aires cérébrales de la lecture, donc assez éloigné de mes considérations actuelles, mais avec une vraie formation théorique, conceptuelle sur la démarche expérimentale, la démarche de psychologie expérimentale et la neuropsychologie, enfin voilà, la formation à tous ces outils-là. Et j'ai continué donc à travailler au laboratoire en parallèle de mes ensuite 4e, 5e, 6e année de médecine et essayer de faire un peu les deux de front, on va dire. Donc, clairement, ta carrière de chercheur, depuis longtemps, elle se prolonge en parallèle de ta carrière en tant que médecin. Est-ce que tu vois, enfin, avant de passer aux questions environnementales, peut-être une dernière question, parce que je pense qu'il y a un lien. Je voyais récemment, et je pense que c'est la présidente de la Société française des neurosciences qui avait écrit une tribune en soulignant l'importance des neurosciences pour éclairer la psychiatrie. Et j'imagine que dans tout ce que tu viens de nous expliquer, ça a l'air que c'est important, mais est-ce que toi tu dirais, bon voilà, c'est important, ou est-ce que tu irais encore plus loin pour souligner l'importance de ces liens interdisciplinaires? La psychiatrie, c'est une discipline médicale. C'est une discipline médicale, c'est comme la pneumologie, c'est comme voilà. J'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de spécificité dans les liens qu'il peut avoir entre la recherche et la médecine en psychiatrie qu'il peut y avoir dans d'autres disciplines, au sens où c'est pas moins important. C'est-à-dire que ça paraît absolument évident que la biologie moléculaire ou la biologie cellulaire sont importants pour comprendre, je sais pas moi, je pourrais citer n'importe quelle discipline. Bah, c'est la même chose en psychiatrie. À moins d'être dualiste, on pense bien qu'il y a une base, qu'il y a un substrat biologique aux symptômes psychiatriques, que ce substrat biologique, il est en très large partie au niveau du cerveau. Il y a peut-être d'autres organes qui sont concernés, mais en tout cas, c'est principalement le cerveau, et l'étude du cerveau, ça s'appelle les neurosciences. Donc à partir de là, le lien, il est logique. Alors après, ça dépend en psychiatrie, on peut étudier la maladie ou on peut étudier les troubles ou leur physiopathologie à des niveaux extrêmement différents. C'est-à-dire, c'est peut-être ça qui est différent par rapport à d'autres spécialités. C'est-à-dire qu'on peut se poser la question, évidemment, des origines génétiques, on peut regarder ce qui se passe au niveau moléculaire, on peut regarder ce qui se passe au niveau cellulaire, on peut regarder ce qui se passe au niveau du réseau, on peut faire de l'imagerie cérébrale, c'est ce que je fais, on peut faire de la psychologie expérimentale, donc avoir un autre niveau de lecture, donc ce niveau de lecture cognitif qui est potentiellement complètement découplable de la question des bases, encore une fois neurobiologiques, hein, et je pense que c'est important de décrire les processus cognitifs
indépendamment même de la question de leur ancrage neurobiologique. On peut faire des sciences sociales, on peut, et c'est très important de comprendre les déterminants des pathologies psychiatriques à ce niveau de description. On peut faire de l'épidémiologie, enfin voilà. Donc on peut décrire, on va dire, à un très grand nombre de niveaux. Et ça, c'est probablement quelque chose qui est peut-être un petit peu différent d'autres pathologies. On va dire le nombre de niveaux de description possibles est peut-être un peu moins large. Donc après, généralement, quand on pense neurosciences, on pense imagerie. Mais les neurosciences ne s'arrêtent pas à l'imagerie. À nouveau, on peut décrire les processus à différents niveaux. Donc, est-ce que ce à quoi on pense quand on pense neurosciences, c'est-à-dire l'IRM cérébral, les neurosciences cognitives, le fait de voir des régions qui s'activent quand on fait différentes tâches, est-ce que ça va être utile pour la psychiatrie ? Ben ça, c'est une question verte aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, c'est le pari que je fais, c'est ce dont je suis convaincu. C'est-à-dire je suis convaincu à terme en tout cas que ce niveau de description sera pertinent et permettra de mieux comprendre et de mieux soulager nos patients. Mais aujourd'hui, on n'a pas de preuve de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a très peu de recherches en neurosciences qui se sont traduites par des avancées cliniques ou par des avancées thérapeutiques. Ils commencent à en avoir, hein, notamment au travers de la neuromodulation cérébrale. Dans mes casquettes, je dirige aussi l'Institut de neuromodulation, donc avec l'utilisation de différentes techniques pour moduler l'activité cérébrale dans des différentes pathologies psychiatriques, la stimulation magnétique transcrânienne, l'électroconvulsivothérapie, d'autres approches. Et il commence à voir maintenant ces liens-là, c'est-à-dire que finalement l'étude de la pathologie psychiatrique avec ces techniques de neuroimagerie commencent à permettre d'optimiser les soins. Mais jusqu'ici, ce n'était pas trop le cas. C'est-à-dire que jusqu'ici, c'est assez difficile. Il y a un papier humoristique qui est sorti il y a quelques mois, qui dit, je ne sais plus le titre exact, mais qui dit, globalement, son titre, c'est 30 ans de neuroimagerie en psychiatrie, The Case for Failing Better. C'est-à-dire l'idée de voilà, on s'est planté jusqu'ici, comment faire pour se planter, mais mieux, pour réussir à mieux comprendre. Bon, voilà, donc manifestement, c'est pas simple, c'est-à-dire que on a pensé à un moment que grâce à l'imagerie fonctionnelle, donc qui permet de voir les différentes régions cérébrales, de voir les activations cérébrales en réponse au cours d'un processus cognitif, on a pensé à un moment qu'on avait ouvert la boîte noire et que très vite, on allait comprendre les bases neurales des pathologies psychiatriques. C'est pas le cas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux pas dire aujourd'hui que les neurosciences ont changé notre pratique. C'est pas ça qui a changé notre pratique. Ce qui a changé notre pratique, c'est l'arrivée de nouveaux traitements, c'est l'arrivée et c'est une démarche très empirique sur le fait de traiter, de tester si les traitements marchent ou non. Et c'est pas les neurosciences qui permettent de dire si un traitement est efficace ou non. Si on veut savoir si un traitement est efficace, on fait un essai clinique, on compare deux groupes, un groupe sous placebo, un groupe sous traitement, et on regarde ce que ça donne. Mais par contre, l'idée que parmi les différentes approches, les neurosciences vont peut-être permettre de mieux comprendre la physiopathologie et donc de générer des nouveaux traitements, ça oui, je pense que c'est une vraie piste et un vrai enjeu. Est-ce que c'est ça qui apportera la solution ou est-ce que c'est... parce qu'il y a un déficit de traitement encore aujourd'hui. On a des traitements efficaces, mais pas assez, ou on préférerait avoir des traitements qui marchent plus vite, qui marchent plus souvent, qui marchent mieux, qui marchent de façon plus durable. Donc voilà, il y a encore énormément de choses à trouver dans le champ de la psychiatrie, dans le champ des pathologies neurologiques également. Mais est-ce que c'est cette démarche de neurosciences qui permettra l'arrivée de nouveaux médicaments ou est-ce que c'est d'autres approches ? C'est une question. Et je dis médicaments, mais on pourrait parler de techniques de remodulation, on pourrait parler de psychothérapie. Enfin, voilà, de toute façon, l'approche thérapeutique en psychiatrie, elle est intégrative et il ne s'agit pas d'opposer la psychothérapie, les médicaments, la neuromodulation, tout ça agit de façon synergique et complémentaire. Je suis tenté de faire un lien que je suis un peu peur de le faire, mais je vais le faire quand même parce qu'il y a toi pour me corriger au cas où je dis n'importe quoi. J'ai l'impression qu'il y a des approches, par exemple, je pense tu mentionnais les troubles bipolaires et je pense qu'au 19e siècle, il y avait cette conception du trouble bipolaire en tant que ce qu'on appelait la folie circulaire, qui après a été écartée et après quand même... Il y a eu plusieurs dénominations. Hein. Voilà. On parle de psychose maniaco-dépressive,
on a parlé la folie à deux faces. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup de dénominations pour parler de ces troubles-là. Et sauf erreur de ma part, parfois on peut se dire, bon, finalement, ce qu'on disait il y a un certain temps, on peut aujourd'hui les réutiliser parce qu'on a des nouveaux outils, etc. Et tu parlais des stimulations magnétiques transcrâniennes, qui est bien sûr une très mauvaise publicité. C'est surtout l'électroconvulsivothérapie qui a une très mauvaise publicité. Mais les gens les confondent, n'est-ce pas? Ou non? C'est moi qui les confonds. Oui, peut-être. Non, peut-être. En fait, c'est surtout l'électroconvulsivothérapie qui a mauvaise presse, parce que c'est associé à ce qu'on appelait dans le temps les électrochocs. Hein. Donc, tout le monde a en tête Vol au-dessus d'un coucou, par exemple, qui est certes un monument du cinéma, mais qui ne reflète plus la réalité d'aujourd'hui au niveau de la... depuis très longtemps d'ailleurs, qui ne reflète plus la réalité de cette technique. Je vais aussi serrer la série Homeland, qui montre un peu aussi ça. C'est vrai. Non, c'est vrai. Je suis pas allé jusque-là dans la série, donc j'ai pas vu. Voilà. Bon, en tout cas, c'est fini il y a un certain temps, donc c'est plus chaud. Mais oui. L'un de mes maîtres en vélo disait que les ECT qui font dont on dit tant de mal et qui font tant de bien. C'est-à-dire que c'est encore aujourd'hui le traitement de référence dans la dépression résistante, c'est le traitement le plus efficace, qui a un certain nombre d'effets secondaires, il ne s'agit pas de le nier, mais ça reste aujourd'hui le traitement le plus efficace dans la dépression quand les autres traitements ne marchent pas. Ça reste un traitement de choix dans la schizophrénie résistante ou dans la furie maniaque, on va dire des états de manie qu'on n'arrive pas à soulager avec des traitements médicamenteux. Donc c'est un traitement qui est encore extrêmement précieux, extrêmement utile, qui reste le traitement le plus efficace dans certaines pathologies et qui a effectivement extrêmement mauvaise presse, qui est souvent stigmatisé, qui est souvent dont beaucoup de patients ont peur ou refusent ce traitement parce que c'est associé à des représentations effectivement erronées sur les dangers ou les risques ou les conséquences, on va dire, de ce traitement-là. Mais de manière générale, d'ailleurs, donc la stimulation magnétique transcrânienne est très très différente puisque c'est une stimulation qui se fait de façon externe. On accole une bobine et on va appliquer un champ magnétique à une région cérébrale. Donc ça se fait de façon très très différente. L'électroconvulsivothérapie, ça consiste à déclencher de façon parfaitement contrôlée pendant une durée courte, 20 à 40 secondes, une crise convulsive, une crise d'épilepsie sous anesthésie générale, sous contrôle électroencéphalographique, de façon encore une fois très courte, très contrôlée, mais ça nécessite quand même une anesthésie générale à chaque séance, c'est quand même une technique plus lourde, alors que les stimulations magnétiques c'est très très différent puisqu'il n'y a pas d'anesthésie générale, on sent quasiment rien, ça se fait en ambulatoire, enfin voilà, le CT aussi peut se faire en ambulatoire d'ailleurs, mais on rentre le matin, on sort le soir. Voilà, c'est quand même des techniques qui sont très 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 différentes. Mais il y a ces représentations autour de ces techniques. Justement, et c'est là un peu les liens qui est venu à mon esprit. Je pense qu'un point de vue marketing, c'est très mauvais ce que je veux dire. Mais pour une conversation un peu technique ou intellectuelle, en tout cas, peut-être ça s'est fait. Et ça m'a fait penser un peu au nucléaire, de certaine manière. Le lien... par rapport en fait à cette question qu'on pense que face à un certain problème, il faut passer par tout un type de solutions qui finalement en fait peut-être elles s'amélioreront comme les énergies renouvelables, etc. Et dans les futurs, ça sera très bien. Mais à l'heure actuelle, le mieux dont on dispose c'est ça et qu'il y a plein d'aperçus, plein d'a priori erronés ou négatifs, etc. Et je me suis dit que toi tu travailles sur ça et en même temps que tu sois, si j'ai bien compris, quelqu'un qui investit un peu pour les nucléaires d'un point de vue environnemental. Mon lien, il est entièrement free association. C'est de l'association libre. Alors, comment je réponds à ça? Non, alors, je sais pas s'il y a un lien causal entre les deux, en tout cas dans mon cheminement personnel. Ce qui est vrai, c'est que, de manière générale, un certain nombre de techniques sans qu'on sache bien pourquoi, certaines techniques ou certaines technologies ont bonne presse et d'autres non. C'est pas toujours évident de comprendre pourquoi. Il y a des choses qui s'expliquent. On peut
On peut parfois trouver des explications sur différents types de biais cognitifs, des effets, le fait qu'on retient plus ce qui est spectaculaire, le fait qu'on retient plus... Enfin, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer pourquoi on retient plus un accident d'avion que les très nombreux accidents de voiture. Voilà, enfin, il y a plein de raisons qui peuvent suggérer ça, mais effectivement, alors, sans qu'il y ait aucun lien du tout dans mon activité de clinicien, je défends un certain nombre de stratégies qui sont indispensables en psychiatrie. Parfois, les médicaments ont mauvaise presse. Il suffit de taper antidépresseurs sur Google. Les 20 premières pages, ça va être que des choses négatives sur les antidépresseurs. Ça va être ça. Convulsivothérapie, on n'en parle même pas. Mais il y a un certain nombre de techniques efficaces qui ont une très mauvaise presse. Et c'est vrai que c'est le cas aussi sur les aspects environnementaux. Et il se trouve qu'à titre personnel, ce qui n'a absolument rien à voir avec mon activité... donc voilà, je sépare complètement ce que je peux dire en tant que PUPH en psychiatrie affilié à une institution, et ce que je peux dire là en tant que citoyen et en tant que militant, je ne sais pas si je suis militant, mais en tout cas en tant que citoyen concerné par les questions environnementales. Effectivement, j'ai adhéré il y a peu plus d'un an à l'association Les Voix du nucléaire qui défend l'usage du nucléaire dans la lutte contre le réchauffement climatique comme énergie décarbonée, qui défend d'ailleurs sans les opposer, de la même manière qu'il n'y a pas de... Peut-être que là, il y a un parallèle. On a toujours une tendance à opposer les médicaments, la psychothérapie, à opposer les énergies renouvelables, le nucléaire, comme s'il y avait une opposition entre les deux. Voilà. Enfin, il s'agit de défendre les traitements efficaces, il s'agit de défendre les stratégies efficaces environnementales. Donc là, il y a peut-être un parallèle, effectivement, de construire des oppositions factices entre les deux. Et donc, je suis effectivement... à nouveau, en tant que citoyen, et sans que j'ai aucune espèce d'autorité en la matière, parce que vraiment, c'est pas du tout mon expertise, à l'association des voies nucléaires parce que je cherchais en fait une association environnementale. C'est quelque temps que j'étais concerné par les questions climatiques. J'avais essayé d'adapter mon comportement en tant qu'individu, arrêter de prendre l'avion, ce qui n'est pas toujours facile quand on fait de la recherche d'ailleurs, parce qu'on est invité toujours à des congrès, mais plus de 4 ans que j'ai pas pris l'avion. Vive la pandémie. C'est vrai, ça a changé nos pratiques là-dessus. Oh, tout à fait. Arrêter, je mange plus de bœuf, c'est pareil, ça doit faire 4 ans que j'ai pas dû en Bon. manger. Enfin bon, voilà. Donc j'ai fait un certain nombre de choses au niveau individuel et chercher finalement une association dans laquelle m'impliquer qui ne soit pas anti-nucléaire. Parce que j'avais lu des choses là-dessus et je voyais bien que ça faisait partie des solutions et pas du problème en tout cas. C'est pas la solution unique évidemment, mais ça fait partie des outils qu'on peut utiliser pour essayer de décarboner la production d'énergie. Et donc je me suis inscrit à cette association où j'essaye de faire ce que je peux, on va dire, depuis que j'y suis. Mais effectivement, je pense que, en tout cas dans les biais cognitifs à l'œuvre qui font que certaines technologies ont bonne presse et d'autres non, il y a peut-être des choses un peu communes entre les deux, c'est possible. C'est pas mon champ de recherche. Non, c'est une association libre de ma part, mais ok, mais là pour passer dans cet investissement qu'il y a d'étape en tant que citoyen, bien évidemment, mais j'imagine aussi que, indépendamment, bien évidemment, des fonctions institutionnelles, le fait que tu aies une formation scientifique, fait que, bon, par exemple, tu as compris, je ne sais pas quel était les cheminements, mais tu as compris justement par rapport au nucléaire. J'ai ouvert des bouquins, quoi. Voilà. J'ai ouvert des bouquins, je suis allé chercher des articles, j'ai lu des... Voilà, je me suis dit, bon, oui, ça a été ça la démarche. Alors, pas que, j'ai aussi lu plein de... Enfin, j'ai regardé des vidéos de vulgarisateurs, ce qui est vraiment important quand on arrive dans un champ, les vidéos de réveilleurs, sur les réseaux sociaux. Et justement, c'est aussi comme ça que je suis arrivé aux voies du nucléaire, parce que j'ai pu lire un certain nombre de threads sur Twitter qui présentaient un certain nombre de données, puis après je vais les vérifier, parce qu'une fois qu'on a lu, on va regarder les sources primaires, c'est la démarche. Mais oui, la première démarche a été d'essayer de s'informer, d'essayer de voir qu'il y avait énormément de désinformation sur le sujet. C'est-à-dire que ce soit sur... le nucléaire, l'environnement, la psychiatrie, effectivement, ce sont des sujets sur lesquels il y a énormément de désinformation. Il y a un discours, on va dire... tu le sais, je suis un grand fan de Steven Pinker. J'attendais de te poser la question, tu le mentionnes tout seul, tu me facilites la tâche. Non, mais il y a un discours
y a plusieurs discours, on va, ce que Steven Pinker appelle le discours anti-lumière, ou en tout cas qui va contre la démarche scientifique, contre le progrès, et pour des raisons idéologiques, hein, pour différentes raisons, mais oui, c'est quelque chose qu'on retrouve, on va dire, dans différents champs, qui se dit humaniste. C'est le cas en psychiatrie, par exemple, hein, il peut avoir un discours, par exemple, qui va défendre, si je reprends le champ de la psychiatrie, qui va se dire humaniste, en privant des patients des traitements les plus efficaces. Moi, voilà, je ne sais pas si en tout cas, je me revendique d'une psychiatrie humaniste et je pense que utiliser les traitements les plus efficaces et proposer toutes les solutions qu'on a à notre disposition aux patients, ça fait partie de cette démarche-là. Et oui, là, à nouveau, il y a des ponts à faire probablement entre la désinformation contre laquelle on doit lutter en psychiatrie, toute la stigmatisation, toutes les idées reçues, que ce soit sur les patients, que ce soit sur les traitements, beaucoup sur les patients qui sont extrêmement stigmatisés, hein, malheureusement, et que ce soit sur les traitements, que ce soit sur les psychiatres d'ailleurs, il y a aussi beaucoup de stigmatisation sur les psychiatres, moins, mais ça existe quand même, ou que ce soit dans le champ environnemental où il y a cette désinformation et cette stigmatisation. Et cette désinformation qu'il y a dans l'environnement, au moins pour nous, dans Replanet, association sœur des voies du nucléaire, d'une certaine manière, qu'on le voit par rapport à tout un tas des solutions technologiques, que ce soit les nucléaires, mais que ce soit aussi les OGM, que ce soit des choses comme ça. Et au cœur de cette opposition-là, il semblerait justement y avoir, comme un chef, cette question idéologique que tu viens de mentionner, à savoir les progrès. Les progrès, les valeurs humanistes, les valeurs des Lumières, que, si je comprends bien, pour toi, c'est un peu pink. Bon, j'imagine que ça vient un peu d'avant d'autres lectures que tu dois avoir fait, sans doute. Mais en tout cas, je me suis retrouvé, on va dire, dans cette lecture. Ça reste mon livre de chevet, Enlightenment Now, le triomphe des Lumières. Ça reste l'un de mes livres de chevet et l'une de mes lectures les plus marquantes, on va dire, hein, ou qui compilait, on va dire, des informations et des démarches, y compris sur des sujets extrêmement différents, et de voir à la fois les progrès constatés sur les dernières décennies ou les dernières, dans la condition humaine, et le discours ambiant qui pourtant consiste à penser que tout va mal et que les choses vont moins bien aujourd'hui qu'elles n'allaient hier. Mais on retrouve effectivement ce genre de discours et ce genre d'idéologie. Et les progrès humains, qui est finalement au cœur de Enlightenment Now, j'imagine que dans ton champ de recherche, il doit y avoir des exemples, en fait, vraiment des breakthroughs, des découvertes ou des choses. Là, c'est une petite digression qu'on fait avant de continuer sur la question environnementale. Donc, est-ce qu'il y a pour toi des exemples qui peuvent incarner les progrès humains en psychiatrie? Ne serait-ce que l'arrivée des médicaments. Je veux dire, l'arrivée des médicaments, c'est très récent en psychiatrie. Les premiers psychotropes, on va dire, que ce soit la découverte des neuroleptiques qui ont drastiquement changé le pronostic de la schizophrénie. Hein. Il faut voir ce que c'était le traitement de la psychose ou de la schizophrénie avant 1952, donc 1952, la chlorpromazine, de Ley et de Necker, dans ce lieu, parce que c'est dans ce service que ça a eu lieu. Donc la découverte de la chlorpromazine, on parle d'une pathologie pour laquelle il n'y avait pas de traitement, c'était une maladie chronique, on parlait de l'asile d'ailleurs, on rentrait à l'asile, on y passait parfois souvent le restant de ses jours, on parlait d'internement, et l'arrivée des premiers neuroleptiques, notamment la chlorpromazine, a révolutionné le champ, la façon même de penser la maladie. Ça a transformé l'asile en hôpital, ça a fait revenir les patients vers la cité, ça a transformé le pronostic de nos patients. Et on pourrait probablement, et 1900, donc cette année un peu miracle dans laquelle il y a l'arrivée des premiers neuroleptiques, où il y a l'arrivée des premiers antidépresseurs aussi, on est dans les mêmes années, 1952, les premières découvertes des effets antidépresseurs de ce qui deviendra derrière les IMAO, donc une classe d'antidépresseurs, et puis la découverte dans les années qui suivent d'autres classes de médicaments. On a autour des années 50 l'arrivée sur quelques années c'est un changement de paradigme complet, c'est-à-dire qu'on passe, c'est finalement l'avènement de la psychiatrie biologique, ou en tout cas de l'idée que la neurobiologie a un rôle aussi important en psychiatrie, c'est arrivé
de par l'arrivée des médicaments, et non pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est les médicaments qui sont arrivés en premier, et c'est les médicaments qui ont permis de comprendre que peut-être ces molécules avaient un rôle à jouer dans la physiopathologie des maladies psychiatriques. Et ça a révolutionné l'exercice, ça a été un progrès majeur pour les patients, encore une fois, l'arrivée de ces médicaments-là, qui sont largement stigmatisés, qui sont largement... qui ont mauvaise presse. Les traitements psychiatriques, globalement, on pense toujours que c'est les mots qui viennent régulièrement, c'est camisole chimique, c'est ce genre de choses, mais c'est le but de ces médicaments-là, et en fait, quand on compare l'avant et après, c'est la réalité, c'est de permettre aux patients de vivre une vie normale, j'aime pas le terme, mais en tout cas la vie qu'ils auraient vécue le plus proche possible d'une vie qu'ils auraient vécue sans la maladie. Alors évidemment, on parle de maladies chroniques, les médicaments ont des effets secondaires, il y a encore énormément de progrès à faire pour avoir des médicaments qui soient plus efficaces, qui aient moins d'effets secondaires, parce que les médicaments aujourd'hui ont des effets secondaires, il ne s'agit pas de les nier, il ne s'agit pas de dire que c'est des médicaments miracles, mais en termes d'innovation et de progrès, ça a vraiment été une révolution en l'échelle de quelques années. C'est un excellent exemple parce que, enfin, j'ai l'impression qu'on a oublié, enfin, c'est tellement Ouais. normalisé, tellement naturalisé, c'est comme, je sais pas, l'eau du robinet, Ouais. on oublie dans certains C'est parties de la planète. 70 ans, Bah oui, c'est rien en fait. c'est rien. C'est rien. C'est-à-dire que, à nouveau, les premiers médicaments, alors avant, on avait éventuellement le laudanum, les traitements de choc, les électrochocs qui ont été inventés avant. Il y avait eu quelques essais autour de. Alors, il y avait certains barbituriques, le traitement de chloral, il y avait quelques traitements, mais des traitements qui vraiment ciblaient directement l'évolution de la maladie et qui n'étaient pas juste des traitements symptomatiques pour endormir le patient, bah finalement, mis à part quelques exemples, encore une fois, qui est arrivé plus tôt, bah, les deux des classes majeures de médicaments, les neuroleptiques, les antipsychotiques et les antidépresseurs, c'est 1952. Donc c'est extrêmement récent dans l'histoire humaine. Et avant ça, devenir de la schizophrénie, c'était une maladie chronique et on avait... et l'incidence de la maladie n'a pas évolué. D'ailleurs, il y a toujours cette idée que la psychiatrie, là je pense que c'est surtout vrai pour la dépression, est une maladie de riches. Que quand on est pauvre, quand on a faim, quand on souffre d'autres choses, on n'a pas le temps d'être déprimé. C'est une idée qui est fausse, qui est rigoureusement fausse. Quand on regarde, que ce soit historiquement ou que ce soit au travers des pays, on voit que... alors, ça a peut-être un petit peu évolué, il y a eu des bouleversements avec le Covid, mais juste pour dire que l'incidence des maladies psychiatriques, au fil du temps, a assez peu évolué, la fréquence a assez peu évolué, et la dépression est une maladie ubiquitaire dans les pays riches, dans les pays pauvres, dans les pays de développement. On ne sait pas du tout une réalité que la dépression serait une maladie de gens bien portants, qui ont le temps de se préoccuper de ça. Et que ce soit historiquement dans les temps anciens, ou que ce soit les descriptions de la dépression chez Hippocrate, ou les descriptions de la dépression dans le papyrus d'Hébert, donc le premier traité de médecine connu, il y a une description déjà de la dépression. Donc on est sur quelque chose qui est proprement... depuis qu'on a des descriptions des maladies, on a des descriptions de la dépression et on a des descriptions de la schizophrénie. Donc c'est pas quelque chose qui est nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'on a des outils pour lutter contre. C'est ça qui est nouveau. C'est ça qui est nouveau et c'est ça, encore une fois, qui a changé le pronostic de ces maladies-là. Oui, mais non, c'est juste qu'encore une fois, peut-être je force les choses, mais je continue à avoir tellement des points en commun entre les développements en fait, du traitement des maladies et de l'évolution de la psychiatrie avec des questions environnementales. Et justement, bon, tu disais la dépression, on la trouve partout. J'imagine, je ne connais pas les données là-dessus, mais j'imagine que ce qui change, bien évidemment, ça va être l'accès au traitement. Oui. Donc, et justement, cette question par rapport à l'environnement, devant nous, il y a tout un tas de choses qu'on a pu avoir, qu'on a réussi à acquérir. Et justement, bon, qu'est-ce qui se passe avec Il y a d'autres une pays? différence qui est majeure, c'est que les questions environnementales, c'est nous qui Tous avons dans créé les le problème. Ouais. Non, mais Bon, par rapport au changement climatique. notamment Oui, par rapport oui, au oui, changement climatique, puis oui. même par rapport à d'autres questions. Oui. Il n'y a pas Il y a que la la question biodiversité, de oui, oui. voilà, la biodiversité, l'artificialisation des sols. Enfin, il y a plusieurs champs sur lesquels c'est l'activité humaine qui est largement responsable et l'activité en fait humaine. Alors,
l'impact environnemental n'a pas commencé avec l'ère industrielle, hein, la déforestation, la diminution de la forêt au niveau européen, c'est pas l'ère industrielle, hein, c'est avant. Il y a même une augmentation de la forêt depuis. Bon, bref, voilà. Mais par contre, les questions environnementales qui sont les plus urgentes aujourd'hui, qui sont celles de la biodiversité, du réchauffement climatique, c'est lié à l'activité humaine. Ce qui est un peu différent probablement de ce champ de la médecine, où certes il y a une interaction entre l'activité humaine et toutes les maladies, notamment les maladies psychiatriques, mais pas que. Mais en tout cas, ces maladies semblent, en tout cas pour les maladies psychiatriques, elles semblent, je ne sais pas si on doit dire constitutives, mais en tout cas, probablement que dès qu'il y a eu les premiers Homo sapiens, ou peut-être même avant d'ailleurs, il y a eu de la schizophrénie et il y a eu des sujets sous forme de dépression. D'ailleurs, pour dire que la dépression n'est pas une maladie proprement humaine. Hein. On a en tout cas les modèles qu'on peut avoir ou le déclenchement de la dépression chez tout un type de modèles animaux, y compris des modèles murins de souris, bah, finalement, autant pour la schizophrénie, c'est très compliqué d'aller sur des modèles animaux, autant sur la dépression, on a des choses qui sont, en tout cas, remarquablement similaires entre différentes espèces. Donc il y a probablement des processus qui sont extrêmement conservés. Jordan Peterson donne l'exemple des langoustes, je pense, pour expliquer la dépression chez les humains. La schizophrénie, c'est plus compliqué. On n'a pas enfin, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des bons modèles animaux là-dessus. Et il y a peut-être quelque chose qui est proprement humain. Mon maître Raphaël Gaillard a écrit c'est pas sur la langouste, mais a écrit un livre qui s'appelle Un coup de hache dans la tête et qui évoque notamment ces questions, qui est un livre que je conseille. Ok. Et justement, quelques dernières questions, mais un lien avec, c'est qu'on dirait la prognose, non? Enfin bon, qu'est-ce qu'on fait avec, par rapport à la situation environnementale, causée par les humains, etc. Et tu mentionnais tout à l'heure, bon, en fait, ce pessimisme par rapport à la situation humaine, que pour ceux qui avons lu Pinker et tous les travaux connexes, on sait que ce n'est pas du tout le cas, et pourtant, on se retrouve aujourd'hui. C'est le cas que il y a des problèmes. Ah, bien sûr. Non, mais bien sûr. Y compris des problèmes existentiels qui peuvent peser sur l'avenir de l'humanité. Il ne s'agit pas de les nier. Bien sûr. Notamment la question de la tu as tout à fait raison de les souligner parce que, il y a toujours cette caractéristique. Disons caractérisateur Steven Pinker comme la personne qui viendra d'un enterrement pour animer tout le monde. Bah voilà, exactement. Et le fait que le monde va mieux n'est pas incompatible avec le fait que le monde va mal. Bien sûr. Ou même les faits, comme je crois, peut-être je me trompe, mais je crois qu'un peu la volonté qui anime Pinker a démontré en fait les choses très précises qui ont fait que le monde aille mieux et comment ça peut partir d'un moment à l'autre si ces choses... Il n'y a pas de fatalité au fait que les choses aillent mieux. Voilà, c'est pas un cycle de l'histoire hegelien, il n'y a pas du tout ça. C'est le discours qui porte. Oui, mais tu as tout à fait raison sur le fait que, il y a des choses sur lesquelles on doit s'inquiéter, mais qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans un pessimisme profond, aujourd'hui dans toutes ces questions d'éco-anxiété, et là encore l'un de mes free association, des liens entre livres que je fais, parce que je sais que, peut-être tu peux nous dire 2 ou 3 mots là-dessus, mais je sais que tu as publié des papiers scientifiques, tu as travaillé sur les liens en fait entre prise de décision, decision making et commitment to believe, parce que j'imagine qu'en français on doit traduire comme engagement ou investissement dans des croyances, et dans les états dépressifs, etc. Alors pas exactement, mais... Pas exactement. Vas-y, corrige-moi. J'ai pas publié de travaux là-dessus directement, même si je travaille sur la prise de décision par ailleurs dans les pathologies psychiatriques. Mais effectivement, la question de quelle est la meilleure façon de communiquer sur ces problèmes, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de nier les problèmes, mais il s'agit de communiquer sur les problèmes pour favoriser l'action. C'est-à-dire, et on sait qu'il est beaucoup plus efficace et beaucoup plus souhaitable de mettre en avant ce qu'on peut faire. C'est-à-dire quand on a un discours qui est fataliste, qui ne montre que les problèmes et qui ne montre pas ce qu'on peut faire, ce qu'on peut réaliser, on peut finalement
non pas je sais pas si on aggrave, oui, si, aggraver le problème en paralysant, en quelque sorte, c'est-à-dire en conduisant soit à du déni, de façon, c'est-à-dire un déni de la Fatalisme, réalité, ou climato-dénialisme, voilà, plutôt que où je tourne la tête et j'évite de regarder parce que ça m'angoisse trop de regarder les problèmes environnementaux, ou effectivement une forme de fatalisme. C'est toujours important, en tout cas, de mettre l'accent sur ce qu'on peut faire, sur ce qui a été fait, sur le fait qu'il y a des choses qui se sont améliorées, y compris au niveau environnemental. Si je prends un exemple, le trou dans la couche d'ozone, c'est quelque chose qui nous terrifiait, à juste titre, quand j'avais une quinzaine d'années, je pense. Je me trompe peut-être dans les dates, mais globalement, c'est quelque chose dont on entendait beaucoup parler. On en entend beaucoup moins parler maintenant que ça va mieux. À partir du protocole de Montréal, c'est fait. Et pourtant, on a une action coordonnée qui a permis. Alors, c'est beaucoup plus simple également. Évidemment, c'est sans commune mesure en termes de difficulté. De lutter contre la cause du trou dans la couche d'ozone et de lutter contre le réchauffement climatique, c'est sans commune mesure en termes de difficulté, en termes d'ampleur des choses à réaliser. Il ne s'agit pas de faire ce parallèle-là. Il s'agit juste de dire que mettre l'accent sur ce qu'on peut faire, que ce soit au niveau collectif ou que ce soit au niveau individuel, je pense que c'est, enfin, je sais pas que je pense, c'est que c'est montrer que c'est ce type de communication qui permet qu'on devrait toujours, finalement, quand on parle de problèmes, évoquer les possibles solutions. D'ailleurs, et là, il y a un parallèle à faire, je ne sais pas si c'est de la free association, mais en tout cas, c'est aussi ce qu'on fait quand on annonce des mauvaises nouvelles en médecine. C'est-à-dire que si tu dois annoncer un diagnostic grave, si je dois annoncer à quelqu'un qu'il a un cancer, je ne fais pas une annonce de cancer, merci, au revoir. Je vais tout de suite évoquer les solutions possibles, en tout cas ce qu'on va proposer, ce qu'on va mettre en place, y compris quand on est dans des situations très, très graves et avec des nouvelles qui sont... voilà. Cet accent sur les solutions, ce qu'on peut faire, ce qu'on a réussi à faire, ce qui va mieux, parce qu'il y a des choses qui vont mieux. Encore une fois, sur les 100 dernières années, la condition humaine s'est drastiquement améliorée. La pauvreté a diminué, l'éducation a augmenté, la démocratie a augmenté. Enfin, voilà, si on regarde tout ce qui s'est amélioré sur les 100 dernières années, il y a énormément de choses qui se sont drastiquement améliorées. Ce qui s'est dégradé, c'est évidemment la situation environnementale, le réchauffement climatique. Mais pour résoudre un problème, il faut le comprendre, il faut s'y attaquer. Rien n'est à craindre, tout est à comprendre, hein, citation de Marie Curie. Où il faut comprendre les sources, ça maintenant, c'est fait, ça fait... Voilà. Et proposer un certain nombre de solutions et s'atteler à utiliser les solutions les plus efficaces, parce que l'efficacité, ça se présume pas, ça s'évalue. C'est-à-dire que là aussi, il y a un parallèle à faire probablement entre la démarche en médecine et la démarche environnementale, c'est qu'il y a un enjeu à évaluer l'efficacité des différentes stratégies et privilégier les solutions les plus efficaces. Et parfois, il y a des... choses très contre-intuitives sur ce qui pourrait être plus ou moins efficace en termes de solutions techniques et technologiques, je veux dire. Hein, ce qu'on a en tête sur ce qui est le plus important et pas forcément ce qui a le plus d'impact, que ce soit, encore une fois, dans le champ des actions individuelles, l'avion, l'alimentation, ce genre de choses, ou que ce soit dans le champ plus collectif, les choix au niveau énergétique, les choix au niveau des infrastructures, de l'artificialisation des sols, etc. Merci pour ces éclaircissements là-dessus. Là, pour le coup, c'est plutôt la casquette de citoyen que la casquette de neuroscientifique. Mais c'est un citoyen qui est aussi scientifique, donc par-delà le rôle institutionnel. Mais justement, pour revenir aussi... Oui, vas-y. Alors, je ne sais pas si on a... je sais pas si le neuroscientifique, et notamment je ne sais pas si dans le neuroscientifique, le neuro a quelque chose à dire sur la lutte contre le réchauffement climatique. À titre personnel, j'en suis pas convaincu. Par contre, c'est-à-dire que je ne suis pas sûr que la compréhension du cerveau aide sur les questions environnementales. Ce ne serait pas mon point de vue à titre personnel. Okay. Mais... Par contre, avoir une démarche de description à nouveau cognitive sur ce qui est efficace et ce qui ne l'est pas en termes de communication, ça c'est le cas. Ça on peut l'avoir. Et il y a des magnifiques travaux sur le sujet. Je pense par exemple à un article qui a été publié relativement récemment par Mélusine Boonfoller j'ai en tête deux auteurs, Coralie Chevalier, Nicolas Baumard. Il y a d'autres auteurs, mais c'est les trois que j'ai retenus. Il y a plusieurs papiers. Magnifique revue qui décrit les processus
de cognition sociale, les processus à l'œuvre dans la cognition sociale, qui pourraient être utilisés comme levier dans la lutte contre le réchauffement climatique. Bon, bah ça, c'est une démarche de sciences cognitives. Hein. C'est pas une démarche de neurosciences cognitives, c'est une démarche de sciences cognitives, de psychologie, de description des processus psychologiques sur qu'est-ce qu'on doit mettre en place en termes de politique publique pour essayer de lutter, de promouvoir, on va dire, les actions individuelles. Donc il s'agit d'une part de voir quelles actions on veut prioriser, parce que toutes les actions n'ont pas la même chose. C'est pas la même chose de ne pas prendre l'avion et de trier ses déchets. En termes d'impact carbone, en tout cas, c'est pas la même chose. On peut parler d'autres métriques, mais en termes d'impact carbone, il y en a une qui a un impact qui est bien plus considérable que l'autre, et l'un ne permet pas l'autre, c'est pas comme les deux ce qu'on pensait. Et donc, quelles actions on essaye de prioriser, et avec quels moyens on essaye de les mettre en place. Et à nouveau, on sait aujourd'hui que le fait d'informer ne suffit pas, que le fait de la même manière que informer sur les biais cognitifs ne nous rend pas immunes à leur existence, on sait que dans le champ environnemental, le fait d'informer sur les problèmes est très loin de suffire pour générer l'action. Donc utiliser ce qu'on sait, que ce soit en termes de mécanismes d'incitation, que ce soit sur le plan social ou que ce soit sur le plan financier. Moi, encore une fois, je travaille dans un labo un labo sur la motivation. Dans la motivation, on appelle la motivation par incitation, donc des incitations externes. On pourrait parler de motivation intrinsèque par ailleurs, mais on sait par exemple que des interventions financières vont pouvoir avoir une efficacité sur l'action individuelle. Moi, je suis à titre de citoyen et pas forcément à titre neuroscientifique, je suis un grand défenseur de la taxe carbone, qui est un des moyens de faire une incitation financière pour mettre un coup aux externalités négatives des comportements et donc driver le comportement vers... en tout cas, utiliser cette incitation financière-là pour essayer d'influencer sur le comportement. Ça peut être sous la forme d'une taxe, ça peut être sur une forme d'un... Ça peut être couplé avec d'autres stratégies. L'avantage d'une taxe, c'est qu'on peut la redistribuer, où on peut favoriser des actions qui vont avoir un impact positif sur une diminution des émissions, et réinvestir dans les transports en commun, dans l'isolation, dans différents types d'outils. Mais je pense qu'on peut en tout cas utiliser, qu'il est important à nouveau d'évaluer ce qui marche et ce qui ne marche pas, que ce soit en termes de cibles, les actions qu'on veut privilégier, que ce soit au niveau collectif ou que ce soit au niveau individuel, ou que ce soit en termes de méthode, c'est-à-dire employer des techniques qui marchent. Et là, à nouveau, il y a très fréquent qu'il y ait des actions contre-productives, des effets Cobra, des effets rebonds, et donc il est très important de voir ce qui marche et ce qui marche en termes d'incitation. Oui, on est absolument d'accord là-dessus. Mais même, je me demande par rapport les questions spécifiques des politiques publiques, parce que c'est vrai que malheureusement, la question du changement climatique est devenue si politisée que certains se demandent, est-ce qu'on pourra s'en sortir finalement du motivated reasoning et toutes ces choses-là. Mais est-ce que les neurosciences ne pourraient pas nous éclairer sur une autre chose, à savoir les liens entre homme et nature? Parce qu'on a, bien sûr, les approches anthropologiques, on pense à Philippe Descola, on pense aux approches philosophiques telles que Pierre Hadot, qui a écrit de belles pages là-dessus. Mais est-ce que c'est juste, free association, je me dis, prouver d'une certaine manière l'importance pour notre bien-être de la nature, s'il y en a, si c'est le cas, peut-être c'est pas du tout le cas. Mais pourquoi on a besoin du cerveau pour ça ? Non, c'est vrai. À nouveau, quand je dis neurosciences, la question c'est c'est-à-dire savoir que, par exemple, l'exposition à des espaces verts, et en particulier, c'est pas n'importe quel espace vert, c'est pas forcément, il faut qu'il y ait des arbres, il y a des particularités sur ce à quoi on peut être exposé, et savoir que ça peut avoir un impact en termes de diminution de l'anxiété, ou en termes de... Ça, c'est quelque chose qui s'étudie indépendamment du cerveau. La question, c'est, moi quand je dis, je ne sais pas si les neurosciences ont quelque chose à dire là-dessus, je ne suis pas sûr que la description des processus, des régions cérébrales ou du substrat neurobiologique qui sous-tend ces processus-là
apporte quelque chose par rapport à juste montrer un certain nombre d'effets. Mais par exemple, effectivement, montrer que l'exposition à des espaces verts, et en particulier quand il y a des arbres, de l'eau, etc., a un impact sur l'humeur ou l'anxiété, ça, c'est des choses qui peuvent être étudiées. Mais je pense que tu as entièrement raison, peut-être c'est une arme à double tranchant parce que d'une part, mobiliser les neurosciences pour prouver ce type de choses peut donner des arguments supplémentaires qui sortent par exemple de tous les arguments disons en sciences sociales, que les gens font, il y a beaucoup de défiance à mon avis à juste titre là-dessus, mais enfin si je dis arme à double tranchant, c'est aussi parce qu'on pourrait dire bon finalement on est en train de détourner des sciences qui n'ont rien à faire là-dessus pour s'en servir de la cause. Bah, moi, je pense pas qu'elles aient rien à faire. Enfin, à nouveau, l'idée, c'est... bon, déjà, c'est de distinguer les faits et les valeurs. Voilà, voilà. C'est de combat quotidien, donc de distinguer ce qui est de l'ordre de ce qui est et de ce qu'on souhaite, de ce que souhaiterait être, de ce qui doit. La science est descriptive. La science ne dit pas ce qui doit être, elle dit ce qui est. Quand elle dit ce qui est, c'est-à-dire qu'elle décrit un certain nombre de mécanismes, un certain nombre de fonctionnements, et on peut vouloir très fort que ce soit différent, ça n'y changera rien. Mais la science n'est pas, enfin, en tout cas, que cette démarche descriptive n'est pas forcément prescriptive, et on a tendance très souvent à faire ce qu'on appelle des sophismes d'appel à la nature et de se dire que quelque chose qui est naturel est forcément bon. C'est pas parce que quelque chose est naturel qu'il est bon. On sait par exemple que les hommes ont tendance à être plus violents en moyenne que les femmes. On sait qu'il y a un certain nombre qu'on va avoir... on va tous avoir des réflexes racistes, par exemple, c'est une réalité, c'est montré. Même quand on lutte contre, on va avoir ces réflexes-là. D'ailleurs, le racisme, à certains égards, c'est probablement enfin, c'est pas d'avoir ces biais-là, c'est probablement de ne pas lutter contre. Mais ça, c'est une question de fait. Et après, il y a une question de valeur, qui est de dire que c'est pas parce que les hommes sont plus violents en moyenne que les femmes que ça justifie quoi que ce soit. Ça ne justifie pas les violences, les féminicides ou autres. C'est le fait de décrire et même de comprendre les causes et le fait de le justifier c'est deux choses complètement différentes. Donc, bien distinguer ce qui est de l'ordre des faits et ce qui est de l'ordre des valeurs. Le premier est de l'ordre scientifique, le deuxième est de l'ordre du politique. Mais par contre, à partir du moment où on a défini les valeurs, comment on arrive à ces valeurs-là, quel est le meilleur chemin pour aller vers les valeurs qu'on souhaite, ça c'est une question technique finalement. Si on se dit qu'atteindre le net zéro c'est important, si on se dit que les questions on se dit que lutter contre la pauvreté, qu'essayer y compris d'ailleurs pas seulement au niveau local, mais au niveau mondial, parce que généralement on oublie toujours qu'en France, on est un pays quand même qui est très riche globalement, et qu'il y a beaucoup de pays qui on a tendance à vouloir, à juste titre, lutter contre les inégalités au niveau français, mais on voit en compte les inégalités et surtout la pauvreté plus que les inégalités à mon sens au niveau international. Mais ça c'est une question de valeur, encore une fois. Et le meilleur moyen de l'obtenir, c'est une question de fait, c'est-à-dire c'est une question de démarche scientifique, donc ça s'évalue, et ça s'évalue par différentes approches. C'est un peu comme Galilée devant l'Inquisition qui disait que la science nous apprend comment va le ciel et non pas comment aller au ciel. Ouais. Hein, cette distinction-là... Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Mais c'est important, évidemment, que les politiques aient en tête la réalité scientifique, parce qu'encore une fois, il y a énormément de réalités qui sont contre-intuitives et qui vont contre l'évidence naturelle, qui vont contre ce qu'on pourrait avoir spontanément comme idée sur le fonctionnement du monde, y compris dans le champ, et là on rejoint mon expertise, dans le champ du fonctionnement psychique, des processus cognitifs, et de comment inciter les gens à agir de telle façon, de telle façon. Je ne dis pas que les politiques doivent me solliciter, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que... Il serait raison de les faire, mais... Je suis pas sûr. Mais à minima, ça veut dire que... Enfin, le maître mot, avant toute chose, pour moi, c'est d'évaluer. C'est-à-dire que quand on met en place une politique publique, ou quand on envisage une politique publique, il s'agit d'en évaluer les effets, et de ne pas se dire que si sur le papier ça doit marcher, ça va forcément agir comme... et on a de très nombreux exemples, à nouveau, d'effets rebonds, d'effets Cobra, de backfire, qui ont fait l'inverse de ce qu'on avait souhaité.
Pour finir sur cette note du lien de l'importance de la science pour toute la chose publique, bon, dans les cas pour l'environnement, quels seraient tes conseils pour les personnes qui sont concernées par les questions environnementales, qui souhaiteraient connaître plus sur quoi faire, que ce soit pour le changement climatique ou d'autres, mais qui se confrontent un peu à ces climats justement ambiants des catastrophisme, pessimisme, et surtout de ne pas accéder à certaines solutions technologiques telles que les nucléaires, OGM, etc. Quel serait ton conseil là-dessus? Alors, je suis pas sûr d'être le mieux placé pour... Alors, la première chose, d'ailleurs, on peut commencer par ça. Je peux commencer par un premier conseil qui est de dire que s'il y a des symptômes, que s'il y a une forme de détresse et de souffrance et de préoccupation par rapport à ces questions-là, ça peut... C'est pas le cas général, c'est pas une vraie réponse à ta question, mais c'est un point important de se dire, à nouveau, déstigmatiser la question des soins en psychiatrie, ça veut aussi dire d'accepter qu'on peut soi-même souffrir de dépression, qu'on peut soi-même souffrir d'anxiété, et que quand on souffre de dépression ou d'anxiété, ça peut être bien d'aller voir un professionnel de santé qui peut nous aider, qui peut nous guider, que ce soit avec des approches psychothérapeutiques, des approches médicamenteuses ou autres. Donc ça, c'est un premier point, et il est vrai, et il va l'être probablement de plus en plus, que les questions environnementales seront des sujets qui vont être à même de générer ce type de symptômes. Je ne sais pas si l'éco-anxiété est un syndrome qui doit être décrit, qui doit être identifié, mais ce qui est sûr, c'est qu'un trouble anxieux peut se porter sur ces questions-là. Et quand il y a une souffrance, je n'ai pas de meilleure définition des troubles psychiatriques que la souffrance. Et quand cette souffrance est présente, aller chercher de l'aide peut être une bonne solution. Bon, c'était une longue parenthèse, mais ça me paraissait important. Ensuite, quand on est concerné par ça, là, pour le coup, je ne suis pas sûr d'avoir de conseils très spécifiques à ça, mais ça va être les conseils généraux, ça va être de lire, ça va être de croiser les sources, ça va être d'accepter de lire des gens qui disent des choses qui vont potentiellement contre soi, c'est-à-dire qui vont potentiellement contre nos a priori. Essayer d'ailleurs de faire cet exercice, de toujours se questionner, est-ce que j'ai la même rigueur quand je juge des arguments qui vont dans le sens de mes convictions ou quand je juge des arguments qui viennent me contredire. Alors on a la chance d'avoir de plus en plus de vulgarisateurs qui font encore une fois ce travail-là, qui essayent d'informer sur ces sujets de façon aussi neutre que possible, ou en tout cas de façon aussi... je ne sais pas s'il faut être neutre d'ailleurs, mais en tout cas de façon aussi transparente que possible. La question est moins celle de la neutralité que celle de la transparence. Mais donc de lire et de s'informer et d'agir, peut-être, de s'engager. On sait que c'est une forme de réponse également, de s'engager, d'aller vers... il y a des associations... les voies du nucléaire, j'en fais partie, faire une petite minute militante, mais Replanète, Sauver le climat, bon voilà, il y en a d'autres, des associations qui peuvent aller vers cette démarche-là. Bon, là j'ai cité environnemental, mais on peut aller vers d'autres champs et sources d'engagement. Et on sait que l'action est un moyen de lutter contre l'anxiété. C'est-à-dire que le fait de s'engager est aussi un moyen de pouvoir affronter. Parce qu'à nouveau, il y a toujours cette idée que ça va mettre l'accent sur ce qu'il est possible de faire. Et ça va permettre de pouvoir mieux affronter une réalité qui, sur le plan environnemental, est extrêmement douloureuse et inquiétante. Parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de nier l'importance, le caractère urgent, critique, la menace existentielle que constitue le réchauffement climatique. Il s'agit de savoir comment y faire face en toute lucidité et sans déprimer. Très belle conclusion. Merci infiniment, Fabien. C'était absolument stimulant, éclairant. Et bon, je pourrais te kidnapper et continuer à te poser cette question, mais on va s'arrêter là pour cette fois-ci. Merci. Merci à toi.